This podcast is brought to you by HEC Paris. Monsieur le professeur, messieurs les professeurs et chers collègues d'HEC, chers élèves, mesdames, messieurs, vous me permettrez, j'en suis sûr, de dire en votre nom un grand merci au professeur Roger Guenry, que je suis heureux d'accueillir en votre nom à tous aujourd'hui dans le cadre du séminaire introductif organisé à l'intention de la nouvelle promotion des étudiants d'HEC et que nous sommes impatients d'écouter nous délivrer sa leçon sur, comme le rappelait le président Vindry, sur conception spontanée et pensée savante sur l'économie et la société. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui l'un des meilleurs experts mondiaux en matière de théorie économique et d'économétrie. Au professeur Roger Guenry, qui entre le Collège de France, le CNRS, l'École normale supérieure, le Delta, a trouvé le temps de nous faire l'honneur de sa présence à HEC et à qui l'on pourrait prêter cette phrase « La formalisation n'est que le prolongement du raisonnement par d'autres moyens », je cède avec beaucoup d'impatience et beaucoup de plaisir la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur, pour ces mots d'introduction trop aimables. Chers amis, je commencerai d'abord par une anecdote tirée du Politique d'Aristote. Celui-ci rapporte comment, sans doute à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, un certain Thalès de Milet, si je ne m'abuse, c'est celui du théorème de Thalès, prévoyant pendant l'hiver une forte récolte d'olives, acheta des droits d'utilisation des presses à Ville, à Chio et Milet, et s'enrichit ensuite en les revendant après la récolte. Cette anecdote, et j'aurais pu remonter et évoquer la Bible et Joseph par exemple, démontre que la réflexion sur la société est une activité spontanée, sans doute aussi vieille que les sociétés elles-mêmes, et qu'il n'y a pas d'antériorité évidente de la pensée sur la nature, sur la pensée sur la société. Et naturellement, ce qui vaut pour la pensée spontanée n'est pas nécessairement vrai pour la pensée savante, et plus encore pour sa forme moderne, dominante, la pensée scientifique. Cette dernière procède, vous le savez, de l'exercice de l'esprit critique et de doute systématique, et fait vertu de l'usage de la raison et de la soumission aux faits. Elle s'est développée lentement, mais c'est clairement dans le domaine des sciences de la nature qu'elle a connu ses premiers succès spectaculaires. L'émergence de disciplines scientifiques constituées, organisées autour d'un corpus de connaissances qui, pour son accumulation, mobilise dans la continuité une communauté intellectuelle, et plus tardif dans les sciences sociales. On fait souvent remonter Adam Smith, Ricardo, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe, début du XIXe, l'émergence de la discipline économique, même si elle se fonde sur un savoir antérieur significatif. L'émergence d'une discipline sociologique, et du terme pour la désigner, est plus récente et précède à son tour la naissance de l'anthropologie. Et aux sciences de la société viendront s'ajouter dans leur forme moderne les sciences de l'homme, psychologie, linguistique. Avec l'essor des premières sciences sociales, la méthode scientifique a été revendiquée par des disciplines traditionnelles qui n'avaient pas songé antérieurement à s'en réclamer. Ainsi, l'histoire, telle que la conçoit l'école des Annales, non seulement s'appuie sur les sciences sociales, mais y revendique appartenance. Tel est bien le sens de la création de l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, issu de la 6e section de l'École pratique des hautes études. L'historien Fernand Braudel installe sa discipline au centre d'un dispositif institutionnel et l'entoure de l'économie et de la sociologie. Aujourd'hui, les sciences de l'homme et de la société, telle est l'appellation officielle dans le système administratif français, rattachée à une dizaine des 40 sections du CNRS, constitue un ensemble quelque peu hétérogène,
où toutes cependant font référence, sinon révérence, à la méthode scientifique. Quelle différence entre les sciences de l'homme et les sciences de la nature? À s'en tenir au mode de fonctionnement des disciplines, aux formes de mobilisation des communautés scientifiques, au mode de débat et de transmission de savoir, peu de choses les distinguent. Les unes et les autres se développent en se spécialisant, en développant leur objet, voire en modifiant leurs frontières. La mutation de l'histoire des annales, chère à Braudel, que je viens d'évoquer, conduit à une certaine émancipation des spécialités de l'histoire économique, l'histoire sociale et l'histoire culturelle. Pour entrer dans le domaine de l'économie, l'évolution multiplie les spécialités, macroéconomie, commerce international, mais aussi économie du travail, et puis assez lisière, sens de la gestion et du management, et finance, pour terminer par deux enseignements qui ont une place importante dans votre scolarité. Aussi, comme dans les sciences de la nature, scissiparité et recomposition vont de pair, et des champs de savoir qui revendiquent une position surplombante vis-à-vis des sciences sociales ont récemment acquis une certaine autonomie intellectuelle, voire administrative. Je pense à la théorie des jeux ou aux sciences cognitives. Les différences de pratiques scientifiques, quant à elles, sont bien visibles, même pour l'observateur extérieur le moins perspicace. Par exemple, l'expérience de terrain, une forme d'immersion distanciée dans la vie des populations, si possible dans quelques lointaines tribus océaniennes, est constitutive de la formation scientifique de l'anthropologue. La pratique du sociologue donne souvent une grande place au recueil d'informations par l'enquête, qu'elle soit fondée sur l'entretien ou la mesure. L'économiste, j'y reviendrai, fait souvent du recours conjoint à la modélisation mathématique et à l'analyse statistique, deux des mamelles de sa différence disciplinaire. Mais ces différences de pratique sont l'ombre portée de différences plus significatives, c'est-à-dire de différences de méthodologie, voire de conception de la scientificité. À vrai dire, les sciences sociales constituées autour d'objets différents, les relations marchandes, les classes sociales, les sociétés indigènes, ont développé des méthodes spécifiques. La personnalité scientifique de chaque discipline est ainsi indissociablement liée à son objet, mais aussi à sa méthode. Avant d'aller plus loin, il me faut donc dire quelques mots sur la méthodologie de l'économie. Parmi toutes les disciplines des sciences de l'homme, c'est celle qui, à tort ou à raison, s'est efforcée de rester la plus fidèle à la méthode des sciences de la nature, celle qui, sans doute, s'est le plus essayée à concrétiser l'utopie de la physique sociale, chère à Auguste Comte. En témoigne par exemple ce qu'on appelle la méthodologie économétrique, celle dont la société d'économétrie créée en 1933 a été le vecteur et dont l'hégémonie dans la pratique contemporaine de la discipline a souligné des remous qui ont été évoqués tout à l'heure et sur lesquels je reviendrai. Le manifeste de la société d'économétrie est éloquent, je cite, « L'objectif est de promouvoir des études qui visent à l'unification des approches théorico-quantitatives et empirico-quantitatives et qui sont pénétrées par un raisonnement constructif et rigoureux, tel que celui qui est venu à dominer dans les sciences de la nature. » Fin de citation. La méthode économétrique installe ainsi dans la recherche économique une division du travail qui n'est pas sans rappeler celle de la physique. L'économie théorique devient une activité autonome, comme l'est la physique théorique, qui donne une grande place à la construction du modèle mathématique des phénomènes économiques. Cette activité de modélisation se distinguera peu à peu de l'économie mathématique, prise dans un sens très strict, tout comme la physique mathématique se distingue de la physique théorique. L'économie empirique, le pendant de la physique expérimentale, est-elle associée à l'observation et à la mesure des phénomènes? Elle fournit les matériaux nécessaires au test des théories, test qui mobilise, depuis que dans les années 40, à Velmo,
a convaincu la profession du mérite de la théorie probabiliste, des méthodes statistiques éventuellement sophistiquées. Voici, rapporté à grands traits, voire quelque peu caricaturé, une logique qui organise de façon dominante, même si elle n'est pas exclusive, le travail intellectuel dans la discipline, et une logique que vous retrouverez présente dans vos cours. Je décris ici la méthodologie sans en faire l'apologie. Je reviendrai sur ses mérites et ses failles. Je voudrais à ce stade faire 3 remarques. Premièrement, la méthodologie économétrique installe une dialectique entre les constructions intellectuelles et les faits qui veut transposer à l'univers économique les exigences de soumission aux faits des sciences de la nature. Elle entend se prêter, au moins dans son principe et jusqu'à un certain point, à l'exercice de la réfutation, dont le grand philosophe Karl Popper fait le clé de voûte de la démarche scientifique. On peut cependant sans excès la qualifier de réfutationniste plutôt que de confirmationniste. Deuxièmement, la société n'est pas un club de pensée étroit. Avant la guerre, la liste de ses présidents, Keynes l'a été, Schumpeter aussi, témoigne de son éclectisme scientifique. Son manifeste, dans les catégories de Kuhn et Lakatos, ne définit ni un paradigme, ni un programme de recherche. En militant pour une approche quantitative, qui articule, comme j'ai dit tout à l'heure, le théorico-quantitatif et l'empirico-quantitatif, il prescrit certaines méthodes de la science normale, mais sans prétendre la régir tout entière. Vous noterez en particulier que ce manifeste ne se prononce pas sur le bien fondé de l'hypothèse de rationalité, celle qui sous-tend la fiction de l'homo economicus, qui a joué un rôle déterminant dans nombre des constructions de la science économique, et que ses voisins disciplinaires associent soit à l'orthodoxie de la discipline, soit à la discipline tout entière. Troisièmement, par l'accent qu'elle met sur la mesure, le quantitatif, la méthodologie économétrique trahit son origine disciplinaire, même si les principes qu'elle énonce peuvent paraître d'application plus large. Sans doute Vilfredo Pareto, qui a été à la fois un grand économiste et un grand sociologue, aurait-il adhéré à la méthodologie économétrique s'il l'avait connue. Mais il aurait sans doute limité son champ à celui qu'il assignait à l'économie, celui de ce qu'il appelle les actions logiques, en lui refusant une pleine pertinence dans le champ des actions non logiques qu'il jugeait dévolues à la sociologie. Vous noterez cependant qu'en singularisant leur méthode, les sciences sociales ont la tentation de l'appliquer à l'étude d'autres objets. Toutes sont de ce fait des tentations impérialistes. Ainsi, la science économique a-t-elle exporté, en dehors du champ de l'économique, le modèle rationnel que je viens d'évoquer. Gary Becker, titulaire d'une chaire de sociologie à l'Université de Chicago, mais qui se réclame économiste, a scandalisé en élargissant le domaine d'application du modèle de l'homo economicus, par exemple à l'explication du mariage ou du divorce. Sans discuter ici du succès de ces greffes, elles constituent à mon sens des tentatives légitimes dans leurs principes. Il est nécessaire et sain d'éprouver les limites du paradigme rationnel, et on ne peut le faire qu'en le faisant fonctionner à la limite, au sens où la résistance des matériaux est éprouvée par des essais limites. Par ailleurs, le choc des impérialismes disciplinaires, au-delà de ces aspects apparemment négatifs, est la forme que prend aujourd'hui l'espoir d'une science sociale réunifiée. Voici donc évoqués les domaines de réflexion des sciences de l'homme et de la société, leur quête de scientificité, les avatars multiples, souvent lointains, parfois contradictoires, de la méthode des sciences de la nature qu'elles ont produit. J'en viens au plus difficile, c'est-à-dire à tenter de cerner les différences entre sciences de la nature et sciences de la société, en allant au-delà des observations les plus évidentes, celles que je viens de faire, ou des lieux communs les plus usés, que j'ai essayé, que je vais continuer à essayer d'éviter. Mais je ne veux pas vous infliger un pensum d'épistémologie érudite, dont je ne suis pas sûr d'être suffisamment instruit par ailleurs.
Je me propose simplement d'évoquer, aussi simplement que possible, et quitte à trop schématiser, 2 ou 3 idées tirées de la pratique de ma discipline. Et quitte à trop restreindre le matériau sur lequel s'appuie l'analyse, j'illustrerai l'argumentation en me référant à 2 objets, je mets le mot objet entre guillemets, de la science économique, ou si l'on préfère à 2 phénomènes qu'elle est censée éclairer ou expliquer. J'ai choisi ces objets, ou si vous préférez faits de référence, pour leur intérêt propre, mais aussi pour l'écho qu'ils ont dans notre actualité économique. Le premier fait relève de l'histoire économique. La mondialisation économique que nous observons aujourd'hui, on ne le sait pas assez, n'est pas une première historique. Elle a eu un précédent au XIXe siècle. Jeffrey Williamson, professeur à Harvard, et William O'Rourke, un de ses élèves, en proposent une analyse approfondie dans un ouvrage publié récemment et qui s'intitule « Globalization and History, The Atlantic Economy in the 19th Century ». L'économie atlantique, dans leur vocabulaire, recouvre approximativement ce qu'on appelle aujourd'hui les pays de l'OCDE. Ce premier mouvement de globalisation trouve son moteur dans l'abaissement continu des coûts de transport qui s'est poursuivi pendant tout le XIXe siècle. La construction des canaux mettra par exemple en relation les différentes régions des États-Unis, et le canal Erie construit vers 1820 réduisait de 85% le coût de transport entre Buffalo et New York. Essor des chemins de fer qui, par exemple en France, connaîtront une croissance à 2 chiffres entre 1850 et 1870, avec une multiplication du kilométrage des liaisons par 8. Progrès des transports maritimes, qui verra la vapeur reléguer la navigation à voile dans un rôle secondaire. Et un bateau, qui s'appelait simplement le frigorifique, amènera pour la première fois la viande argentine vers l'Europe en 1876. Cet abaissement des coûts de transport a été relayé, et c'est le deuxième moteur de la globalisation économique à cette époque, par les progrès rapides des politiques de libéralisation des échanges. Le mouvement part de l'Angleterre, qui en 1846 décide unilatéralement l'abrogation des Corn Laws, les lois sur le céréal qui protégeaient l'agriculture, le traité Cobden-Chevalier de 1860, qui démantèle une partie des protections douanières entre la France et l'Angleterre, donnera le signal d'une série de traités bilatéraux qui libéraliseront les échanges dans toute l'Europe. Les résultats seront particulièrement spectaculaires pour les produits agricoles. Par exemple, au début du XXe siècle, les écarts du prix du blé sont de moins de 15% entre Chicago et Liverpool et pratiquement nuls entre Liverpool et Odessa. Last but not least, l'internationalisation du marché des capitaux n'est pas en reste et préfigure celle que la libéralisation des marchés financiers des 20 dernières années a suscité. Quelles ont été les conséquences économiques de la globalisation du XIXe siècle ? Je mettrai l'accent, suivant en cela Williamson et O'Rourke, non sur la croissance, qui en est une des dimensions importantes, mais sur la distribution des revenus. Si l'on en croit l'ouvrage que je viens de citer, l'histoire économique du siècle a été dominée par une tendance à l'égalisation du prix des facteurs, qui, sans être instantanée et complète, a été continue et progressive. Par exemple, la rente foncière réelle, c'est-à-dire la rémunération de la terre, corrigée des effets nominaux dus à l'inflation, a été multipliée par 4 en Australie, 2,5 aux États-Unis, des pays où la terre est abondante, et divisée par 2 au Royaume-Uni. L'évolution des salaires entre pays et continents reflète lui aussi, quoique de façon moins spectaculaire, cet effet des dotations relatives. Ce phénomène qui pourra vous surprendre reflète une tendance à l'égalisation du prix des facteurs dont les mécanismes ont été formulés avec clarté qu'au début du XXe siècle par les économistes suédois Eli Heckscher et Bertil Ohlin. Ce qu'on appelle depuis l'effet Heckscher-Ohlin conduit à prédire qu'un effet majeur du commerce international est de rapprocher les prix, absolus et relatifs, des facteurs de production dont les pays partis à l'échange sont inégalement dotés. Ainsi, au XIXe siècle, le commerce fait monter le prix de la terre en Australie, où elle est abondante et où son prix est initialement bas,
et le fera baisser en Angleterre, où elle est rare et où son prix est initialement élevé. Voici mon premier matériau de référence. Je serai plus bref sur le second, puisqu'il s'agit simplement du marché boursier, dont vous avez sûrement beaucoup plus entendu parler. Chaque jour, sur les marchés boursiers du monde entier s'échangent des actions, qui sont des titres de propriété sur les entreprises cotées, et les droits qui leur sont attachés s'exercent dans le cadre de règles légales particulières, comme vous le savez. Nous avons des données considérables et détaillées sur les cours, leurs fluctuations, la volatilité des marchés, les krachs boursiers. La science économique est évidemment au premier chef concernée par le fonctionnement d'une mécanique située au cœur de l'économie capitaliste de marché. Elle cherche à expliquer aussi bien le passé qu'à prédire l'avenir. Vous aurez d'excellents professeurs sur ce sujet et sur les autres, et leur savoir sur ce sujet est plus étendu que le mien. Permettez-moi d'évoquer seulement quelques questions qui relèvent de la finance stricto sensu. Le prix aujourd'hui est-il le meilleur prédicteur du prix demain? Quels sont les liens entre les prix des divers titres proposés? En quoi l'évolution des prix, vue comme un processus stochastique, diffère-t-elle d'une marche aléatoire, comme Bachelier l'avait conjecturé au début du siècle? D'autres questions plus générales, quelle relation y a-t-il entre la bourse et l'activité économique générale, etc. Voici mes deux exemples. Sans en dire plus à ce stade, il est évident qu'ils relèvent de choix différents de perspectives, un marché spécifique ou bien l'économie mondiale, et de temporalité. D'un côté, un épisode historique singulier, et de l'autre, un phénomène répétitif. Il ne constitue qu'un échantillon extrêmement limité des questions aux problèmes auxquels sont confrontés les économistes. Prétendre que cet échantillon est représentatif m'exposerait à de vives critiques, amplement justifiées. C'est simplement dans mon esprit un échantillon illustratif. Je peux en venir maintenant à l'examen des différences fondatrices entre les sciences de la nature et les sciences sociales. J'en retiendrai trois. Chacune est d'une certaine manière banale, mais leur entrecroisement l'est moins. Sur ces trois différences, deux signalent des handicaps des sciences de la société vis-à-vis des sciences de la nature. Alors ce n'est pas le cas de la première. La voici. La recherche dans les sciences de la société peut se fonder sur l'expérience personnelle du phénomène à l'étude. Le chercheur peut donc se fier dans une certaine mesure à une intuition que sa familiarité du phénomène suscite. Il peut donc se livrer à une certaine forme d'introspection. Certains épistémologues ont considéré avec suspicion la démarche introspective. Elle introduit éventuellement le préjugé que justement la démarche scientifique s'attache à combattre. De fait, la recherche de l'objectivité dans l'analyse sociale résulte d'une tension particulièrement douloureuse, soit parce que les préjugés du chercheur sont difficiles à extirper, tant l'appréhension du monde social mêle affect et intérêt, soit et ou aussi parce que la curiosité initiale qui va déterminer le goût pour l'étude de la société accompagne souvent une inclination militante qui ne fait pas toujours bon ménage avec l'objectivité. Pourtant, Edmond Malinvaud a commenté favorablement ce retour à l'introspection pour l'étude des phénomènes économiques. Je cite, « L'économiste a un avantage sur ceux qui pratiquent l'induction dans le monde physique. Il a une connaissance directe du monde qu'il observe par ailleurs, connaissance fiable, malgré les réserves que sociologues ou psychologues pourraient émettre. Connaissance dont l'oubli serait dommageable à la connaissance des phénomènes. » Fin de citation. Ma deuxième différence est plus banale et en même temps plus incontournable et peut-être plus difficile à élucider. Les sciences de la société ne peuvent recourir à ce qu'on appelle l'expérience contrôlée, qui constitue la pierre angulaire de la démarche scientifique des sciences physiques et chimiques. Les faits économiques et sociaux relèvent d'expériences singulières et ne sont pas en toute rigueur reproductibles. Certes, on pourrait arguer que le monde physique a lui-même une dimension historique et que, par exemple, l'expérience de Morley-Michelson, qui
qui réfute l'hypothèse d'un éther fixe par rapport auquel s'évaluerait le déplacement de la lumière, s'effectue dans un environnement où la configuration des planètes, par exemple, et des galaxies s'est modifiée entre aujourd'hui et il y a un siècle. Pourtant, il est abusif d'utiliser le même mot, répétition, pour désigner la reproduction à 100 ans d'intervalle de l'expérience de Morley-Michelson, et par exemple la réapparition d'une crise financière, disons la crise du peso de 1994 ou la crise asiatique de 1998. Dans un cas, l'usage du mot est fondé sur l'évidence empirique massive, celle de la permanence de l'absence de déplacement des franges interférences. Dans l'autre, l'évaluation du degré de singularité des événements et donc de la légitimité des comparaisons qu'ils permettent pour construire ce qu'on appelle une quasi-expérience, repose sur des opérations mentales dont le fondement empirique de dernière instance reste le plus souvent ambigu. Jean-Claude Passeron, sociologue dont vous connaissez sans doute le nom, dans un ouvrage intitulé « Le raisonnement sociologique », l'espace non popérien du raisonnement naturel va plus loin. La sociologie dont l'observation porte, je cite, « La sociologie dont l'observation porte sur des configurations jamais intégralement réitérées dans le cours de l'histoire et dans le cours des civilisations, rencontre nécessairement, comme limite de ses aspirations expérimentalistes, la singularité des contextes historiques dont la richesse dépasse les possibilités d'une analyse expérimentale qui ne peut maîtriser strictement que ce qu'elle est capable d'énumérer. » Fin de citation. Dans quelle mesure ce jugement, qui mériterait en lui-même un commentaire, qui évidemment dépasse le cas de cet exposé, dans quelle mesure s'applique-t-il à l'économie? Je vais en discuter en revenant à mes deux faits de référence. La mondialisation du XIXe siècle constitue bien sûr en aucun cas une expérience contrôlée au sens de la physique. Nous ne pouvons la reproduire, et encore moins la reproduire en changeant certains paramètres. Par exemple, en modifiant certains articles du traité Cobden-Chevalier, en ralentissant le rythme du progrès technique dans les transports ou en l'accélérant. Et la mondialisation économique que nous connaissons aujourd'hui ne constitue aucunement une répétition des événements du XIXe siècle. Sans vouloir dresser une liste des différences, dont Passeron nous dit qu'elle peut être longue et dont je viens de dire qu'elle peut résulter d'un jugement qui n'a pas de fondement empirique de dernière instance, on peut au moins en évoquer une et souligner que la structure de nos économies a considérablement changé depuis 1850. L'accroissement des échanges commerciaux au XIXe siècle prenait place dans des économies à dominante agricole, alors qu'aujourd'hui c'est l'échange des produits industriels, et peut-être demain celui des services qui est ou sera prépondérant. Aussi, les leçons que l'on peut tirer de la première mondialisation pour éclairer la seconde peuvent être très ambiguës. On l'a bien vu dans les débats tumultueux qui ont opposé les économistes sur l'explication du décrochage spectaculaire des salaires des non-qualifiés vis-à-vis des salaires des qualifiés qu'on a observé aux États-Unis dans les années 80. Une part du phénomène tient sans doute à l'effet que j'ai mentionné tout à l'heure, l'effet Ekscher-Ohlin. La concurrence des pays à bas salaire tendrait à accroître le salaire des non-qualifiés dans les pays en développement et à le faire baisser, au moins de façon relative, aux États-Unis. Mais d'autres explications ont mis en avant le rôle d'un facteur nouveau au sens où il a peu de pouvoir explicatif au XIXe siècle, le progrès technique, ou plutôt une certaine forme nouvelle de progrès technique dans la production. En deux mots, alors que le progrès technique des Trente Glorieuses aurait été neutre, celui de la fin du XXe siècle est biaisé. Je n'explique pas les mots en les espérant suffisamment évocateurs. Et c'est ce biais qui avantagerait le travail qualifié et distordrait la rémunération. Sans qu'il y ait consensus, la grande majorité des économistes partis à ce débat jugent que les études économétriques fournissent des preuves convaincantes que l'effet progrès technique biaisé a été très largement prépondérant. Pas de répétition, donc. Il n'en reste pas moins que la confrontation des deux expériences nous fournira de l'information sur l'une et sur l'autre. Mais il faut pour cela être capable d'identifier les différences, c'est-à-dire de voir les deux épisodes comme les deux concrétisations d'un phénomène plus englobant, dont cependant,
pour employer les termes de Passeron, la richesse ne doit pas dépasser les possibilités d'une analyse expérimentale. Venons-en au marché boursier. À nouveau, en toute rigueur, la réalisation d'une trajectoire, par exemple celle des prix des actions sur une période donnée, constitue un événement singulier. Cependant, la réitération quotidienne des opérations boursières en fait un phénomène répétitif, enrichissant la quasi-expérience qu'il permet de construire, au point de la rendre susceptible de livrer une information proche de celle que les sciences de la nature tirent de l'expérience contrôlée. Sans doute Passeron jugerait-il que le phénomène entre dans ce qu'il appelle, même si c'est une appellation contestable, l'espace popérien. Les économistes, je crois, accepteraient dans leur majorité les grandes lignes de l'analyse que je viens d'esquisser. Mais ils atténueraient vraisemblablement l'opposition entre singularité et répétitivité. Et sans doute la plupart, tout en concédant que la richesse inégale des données disponibles pour l'explication de mes deux phénomènes affecte la force des conclusions qu'on peut obtenir, n'y verraient pas une différence de nature, mais seulement de degré, différence qui n'appelle pas de différence de méthodologie de l'étude. Ils souscriraient ainsi au postulat d'uniformité de traitement qu'adopte implicitement le manifeste économétrique. Pour aller dans ce sens, il est vrai que les faits pertinents pour comprendre la mondialisation du XIXe siècle débordent très largement l'épisode à l'étude. Par exemple, ce que dit l'abbé Galliani sur le commerce des blés entre régions en France au XVIIe siècle est sans doute pertinent pour comprendre l'échange entre pays au XIXe. Et ceux qui ont lu l'abbé Galliani ne seront sans doute pas en désaccord avec cette affirmation. Allant plus loin encore, et même s'il est vrai que le travail de Heckscher-Ohlin est postérieur au XIXe siècle, la compréhension que les meilleurs économistes avaient des mécanismes de marché au milieu du XIXe aurait pu conduire un esprit lucide, doté de talents logiques remarquables et de flair empirique, à anticiper l'analyse de Heckscher-Ohlin, c'est-à-dire à reconnaître la logique à l'œuvre dans les faits stylisés que j'ai décrits, et ce avant qu'ils ne se produisent. La confiance dans les capacités de l'esprit à dévoiler les mécanismes du marché, à partir d'observations limitées dont le raisonnement démultiplie le caractère informatif, était en fait très largement partagée par les économistes du XIXe siècle, eussent-ils des idées aussi différentes sur l'économie que, disons, Marx ou Marshall. Mais je crois que les conceptions des économistes sur ce sujet, trop influencées par l'idée, commune à tous les grands auteurs du XIXe, que l'environnement était suffisamment stationnaire pour que leur analyse adopte cette hypothèse. Le progrès technique, celui des transports au XIXe ou celui de la révolution informatique au XXe, introduit une forme de non-stationnarité qui n'est pas liée à l'incertitude sur la stabilité des comportements ou des institutions, mais à l'imprévisibilité fondamentale qui s'attache au progrès du savoir sur la nature et à l'innovation technologique. En insistant sur les différences entre mes deux phénomènes choisis pour référence, je souhaite modestement et sans trop d'illusions suggérer des pistes pour la confrontation du point de vue de l'économiste avec celui de spécialistes d'autres disciplines, plus sensibles à la problématique de la temporalité. Les difficultés que je viens d'évoquer éclairent aussi le rôle de la modélisation mathématique et subsidiairement de l'analyse statistique en sciences économiques. Par exemple, pour Robert Lucas, prix Nobel d'économie et l'un des économistes les plus influents de la fin du XXe siècle, le modèle mathématique est un substitut du laboratoire. Il permet en quelque sorte de simuler une expérience contrôlée à un coût faible. Je crois que cette position a une valeur métaphorique plutôt qu'épistémologique. Car la modélisation mathématique n'est pas apparue comme substitut du laboratoire, mais plutôt parce que la difficulté logique des questions à l'étude appelait en quelque sorte, je parodie à nouveau la formule célèbre, le prolongement du raisonnement par d'autres moyens. Aussi,
Si les mathématiques jouent bien le rôle de substitut de l'expérience contrôlée, c'est plutôt comme éradicatrice de l'erreur logique. Une théorie logiquement fausse a peu de chance en physique de résister au test expérimental. Les faits sociaux lui sont beaucoup plus amicaux. Il faut donc être beaucoup plus attentif à la qualité du raisonnement. Une remarque encore pour refermer cette parenthèse. Comme tout produit de notre pensée, un modèle décrit un monde que l'on peut qualifier d'imaginaire, mais le fait qu'il soit décrit par des équations ne le rend pas plus imaginaire que s'il était décrit avec des mots de la langue usuelle. Par contre, cela a l'avantage d'assurer qu'il soit à la fois imaginaire et cohérent. Et s'il est vrai que tous les mondes imaginaires et cohérents ne nous éclairent pas sur le réel, il est aussi vrai qu'un monde imaginaire et incohérent ne peut nous être d'aucune utilité. J'en viens à une troisième et dernière spécificité des sciences sociales par rapport aux sciences dures, le rôle qu'y jouent les représentations des agents économiques. Les phénomènes économiques, comme les phénomènes sociaux en général, sont tirés par l'anticipation. Regarder l'avenir le change, disait Gaston Berger, mettre en prospective des années 50. En économie, regarder l'avenir le construit. C'est l'image de l'avenir qui détermine la décision d'investissement de l'entrepreneur. En l'occurrence, l'image de la demande qui s'adressera à son produit, du pouvoir d'achat de ses clients ou du secteur de l'économie, de la politique présente ou future de ses concurrents. Plus généralement, les faits économiques et sociaux sont des produits non seulement des faits objectifs qui les déterminent, par exemple en économie l'état présent des techniques de production, mais aussi de ce que l'on peut appeler des représentations, et j'utilise le mot en un sens volontairement vague, et je vais essayer de l'éclairer. Ces représentations jouent un rôle essentiel dans les sciences sociales, même si on utilise des mots différents pour les désigner, et des concepts différents pour les appréhender. Chez les sociologues, l'habitus, cher à Pierre Bourdieu, est l'un de ces concepts. Les économistes font précéder les décisions des agents à la fois de motivation, qui ont un caractère spécifique et individuel, et dans les modèles formels sont associés au concept de préférence, et des représentations qui sont elles associées aux anticipations. La théorie économique prend les motivations comme données, mais de plus en plus, et même si cela n'a pas toujours été le cas, essaie d'expliquer les représentations sous la forme opératoire des anticipations. Pour éviter des confusions inutiles, je vais illustrer l'affirmation générale que je viens de faire à partir de l'exemple du marché boursier. Un titre donné, l'action d'une entreprise cotée, a une valeur fondamentale, a du moins ce que la théorie économique appelle une valeur fondamentale, ou la théorie économique définit une valeur fondamentale, à partir de la suite des dividendes que l'on peut en attendre. Alors, admettons pour la commodité du raisonnement que cette valeur fondamentale est prévisible et bien fixée. Naturellement, je ne peux le faire qu'en oubliant le reste de l'économie pour me concentrer sur le marché financier. Et ce qui se passe en ce moment nous montre que ce n'est pas nécessairement une très bonne hypothèse, mais je la ferai quand même pour la commodité. Rien pourtant n'assure que la valeur du titre soit égale à la valeur fondamentale. En effet, le prix qu'est prêt à payer un agent rationnel, en l'occurrence, je pense qu'on peut l'appeler un spéculateur si l'on veut, pour un titre aujourd'hui, dépend d'abord du prix de ce titre demain. Et éventuellement, mais à nouveau je l'oublierai pour la commodité du raisonnement, du dividende demain. Si ce prix est suffisamment élevé pour compenser la charge d'intérêt liée à l'immobilisation de l'achat aujourd'hui, alors la décision d'achat est profitable. Dans ce raisonnement, la valeur du titre aujourd'hui dépend de sa valeur demain, et la référence à la valeur fondamentale semble disparaître. Naturellement, les choses sont moins simples. Le prix demain dépend du prix après-demain, et ainsi de suite. Et la valeur fondamentale qu'on craint de faire sortir par la porte peut se réintroduire par la fenêtre. Mais la différence positive qui peut s'introduire entre la valeur fondamentale et le prix, qu'on appelle parfois une bulle, fait du marché boursier un marché gouverné par l'anticipation. Prévoir le prix demain
c'est prévoir que prévoir le prix demain, c'est prévoir le prix que les autres demain prévoiront pour après-demain, ou de façon équivalente, prévoir les prévisions que les autres demain feront sur les prévisions des autres après-demain, et ainsi de suite. L'idée de représentation prend ici la forme d'une chaîne infinie d'anticipation sur les anticipations. L'hypothèse d'anticipation rationnelle tranche ce nœud gordien. Les prévisions des agents sont rationnelles, au sens de l'hypothèse que je viens d'évoquer, lorsqu'elles créent les conditions de leur propre réalisation, c'est-à-dire lorsqu'elles sont autoréalisatrices. Les anticipations, alors, sont exactes à chaque période, comme le sont les anticipations sur les anticipations, et les anticipations sur les anticipations des anticipations, etc. Mais le mot représentation a un sens plus large, qui n'est pas réductible à celui que capture le concept d'anticipation des modèles formels. Les acteurs économiques doivent avoir une opinion non seulement sur les variables du système pertinentes pour leurs décisions, tout à l'heure c'était le prix du titre demain, mais aussi sur l'organisation du système lui-même. Ils peuvent décider d'en modifier les règles. Et c'est ce qui s'est passé au XIXe siècle, dans les années 1860, avec la contagion des traités commerciaux organisant le libre-échange, puis dans les années 1880, avec la réaction protectionniste généralisée qui suit la crise des années 1870, qui aboutira en France aux lois Méline, qui renforceront la protection de l'agriculture. Ces changements politiques reflètent évidemment une modification des représentations. Les partisans du libre-échange qui avaient convaincu la classe politique européenne et une partie de la société civile se sont retrouvés ensuite minoritaires après 1 ou 2 décennies. C'est la France rurale qui impose les lois Méline, mais en Allemagne, au début des années 80, le virage protectionniste de Bismarck reflète les sentiments d'une coalition hétéroclite, incluant Junkers, mais aussi industriels, avec des syndicats ouvriers hésitants. Mon objet n'est pas de faire l'analyse de ce retournement, même si évidemment il n'est pas sans intérêt pour notre propre histoire, mais de souligner une dimension de l'idée vague de représentation, celle des croyances des agents sur l'efficacité et la légitimité du système dans lequel ils sont immergés. Je vais faire ici une halte en revenant sur l'analogie avec la physique pour mieux rebondir sur ses limites. Cette analogie suggère d'assimiler les acteurs économiques à des sortes d'atomes sociaux, comme le sont d'ailleurs les agents de la théorie microéconomique, dotés de raisons d'agir et de réagir. Le thème de la singularité des événements économiques et sociaux que j'ai d'abord évoqué met en cause la possibilité d'observer les interactions de ces atomes dans des conditions de reproductibilité analogues à celles qui sont accessibles aux sciences de la nature. Mais le mouvement des atomes sociaux, à la différence de celui des atomes du monde physique, ne dépend pas seulement d'un champ de force objectif, mais aussi de l'opinion que ces atomes ont sur leur avenir. Opinion qu'ils doivent d'une certaine manière fonder sur l'ensemble des opinions de leurs semblables. Les semblables sont ici des atomes, je vous le rappelle. Donc c'est là la variation analogique sur le thème des anticipations. Mon dernier point prolonge la métaphore. Les atomes sociaux doivent non seulement penser leur environnement lorsqu'il est donné, mais peuvent aussi le changer, c'est-à-dire modifier les règles du jeu, les institutions et l'organisation économique elle-même. Leur représentation doit donc aussi porter sur les effets de modification endogène du système sur son fonctionnement. Ceci m'amène naturellement au problème de l'interaction entre les faits et les représentations. Que je prenne le mot dans le sens strict, associé à l'idée d'anticipation, ou dans le sens plus large que je viens d'esquisser. Avant d'aborder le sujet par un versant plus concret, c'est-à-dire en évoquant la formation et la reproduction des représentations sociales, et la part de la pensée savante par rapport à la pensée spontanée dans la genèse des représentations, j'y entrerai par un versant plus philosophique,
en posant le problème de la vérité, avec tous les guillemets que vous souhaitez, des représentations. Et d'abord le problème de la vérité des représentations savantes. À quelle forme de vérité les représentations savantes des sciences sociales peuvent-elles aspirer? Est-elle de même nature que la vérité que traque la physique? Permettez-moi d'abord quelques remarques naïves. Il est difficile d'imaginer une vérité sociale, au sens où il y a une vérité physique, dont le dévoilement n'affecterait pas profondément les représentations sociales. Et si cette vérité devenait un jour éclatante, elle devrait s'imposer, au moins après quelque temps, et alors imprégner, puis déterminer les représentations. Bref, s'il y a une vérité sociale, elle doit expliquer non seulement les représentations et les faits sociaux, mais aussi imprégner, voire déterminer, les représentations des acteurs sociaux sur ces faits. C'est du moins cette philosophie, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi critiquable qu'elle en a l'air, qui figure en filigrane dans la réflexion des économistes sur les anticipations. Ainsi, en préambule de l'article fondateur du mouvement des anticipations rationnelles, John Moose, c'est un article d'Econometrica de 1961, déclare « Je voudrais suggérer, je traduis, que les anticipations, puisqu'elles sont des prévisions informées d'événements futurs, sont essentiellement identiques aux prévisions de la théorie économique pertinente. » Appliquée au marché boursier, cette position conduit à l'hypothèse d'anticipation rationnelle. L'image du futur de chaque intervenant est une image vraie au sens probabiliste, mais conditionnelle à l'information dont chacun dispose. Alors cette théorie a le mérite de pouvoir être vraie, avec des guillemets, au sens précis suivant. Si elle est dévoilée par le savant, connue et adoptée de tous, alors elle crée les conditions de sa propre réalisation, elle est autoréalisatrice. Mais elle est aussi vraie en un sens plus fort. Si elle est connue et adoptée de tous, et chacun sait qu'elle est connue et adoptée de tous, alors elle est autoréalisatrice. Ces deux affirmations ne sont pas identiques. En particulier, les théories de l'évolution du marché boursier qui décrivent la survie de stratégies profitables, dans une logique néo-darwinienne, où la survie des espèces est remplacée par l'imitation des stratégies profitables, peuvent être vraies au premier sens, mais en général ne peuvent l'être au second. Ma théorie autoréalisatrice peut être vraie en un sens encore plus fort. Si elle est connue et adoptée de tous, et chacun sait qu'elle est connue et adoptée de tous, et chacun sait qu'elle est connue et adoptée de tous. Et je peux continuer. Elle est à la limite de cette suite infinie d'affirmations. On dira alors qu'il est connaissance commune, au sens du philosophe Lewis, que ma théorie est connue et adoptée de tous. Un des problèmes avec l'identification de la notion de vérité, entre guillemets, vous pouvez contester le terme, avec une prophétie créatrice, une prophétie autoréalisatrice, connaissance commune, et qu'elle peut être multiple. Par exemple, au début des années 90, avec un collègue, Pierre-André Capori, nous avions tenté d'approfondir la notion de théorie autoréalisatrice dans le cadre d'une variante du modèle qui a servi de support aux théories monétaires de Robert Lucas. Donc c'est un modèle qui a une certaine importance historique de ce fait, et auquel nous avions tenu à rester dans ce cadre. Dans ce travail, nous avions confronté deux théories. La première, selon laquelle la monnaie n'a pas d'influence, sauf transitoire, sur l'activité économique. L'autre, selon laquelle elle a effectivement de l'influence. Nous avions démontré que si les deux théories étaient correctement spécifiées, alors elles étaient toutes les deux vraies au sens que je viens de dire, c'est-à-dire autoréalisatrices, et au sens où leurs prévisions ne pouvaient jamais être mises en défaut, même par un économètre sophistiqué. Comment dire alors qu'une théorie était plus vraie que l'autre? On peut trouver des arguments, simplicité, facilité d'apprentissage, qui donnent une plausibilité plus ou moins grande à l'une et à l'autre, mais dans le contexte que nous considérions, il nous avait paru totalement impossible de dire qu'une théorie était plus vraie que l'autre. Pour quitter ce terrain que j'ai la faiblesse de croire assez fondamental pour notre propos,
mais qui a des chances de se dérober encore plus si l'on veut passer du cadre assez délimité dans lequel je me suis placé à celui des sciences sociales en général. Il suffit de constater que les représentations sociales des acteurs sociaux sont souvent assez éloignées de ce que Mousse appelait la théorie sociale pertinente. Donc bien des difficultés logiques ou philosophiques que je viens d'évoquer ne sont pas tout à fait d'actualité. Est-ce parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui puisse s'imposer comme théorie sociale pertinente ou parce que celle-ci est méconnue? Je laisse à chacun le soin de choisir. Après cette invocation risquée de la dynamique de long terme des théories sociales pertinentes et des représentations, je vais plus prosaïquement et dans une dernière partie faire quelques remarques sur les interactions entre la pensée savante, celle du savant en sciences sociales, et la pensée spontanée, donc entre les représentations savantes et les représentations, entre guillemets, vulgaires, si l'on veut, des acteurs sociaux. Je partirai de deux opinions complètement opposées sur le sujet, mais dont je prétendrai qu'elles ont chacune une part de vérité. Premier son de cloche, celui d'un grand économiste, George Stigler, qui commente ainsi l'abrogation des Corn Laws par l'Angleterre. Je vous ai rappelé tout à l'heure que c'était passé en 1846. Voici sa citation. Si Cobden, alors Cobden est l'économiste qui a inspiré ces lois sur les céréales, avait bégayé en yiddish, et Peel, alors Peel est le Premier ministre qui les a mises en œuvre, et si Peel avait été un homme étroit et stupide, l'Angleterre n'aurait pas moins pris la route du libre-échange. Donc Stigler fait de cette décision historique le fruit de l'évidence éclatante qui se serait imposée à l'élite industrielle et urbaine, qui au Royaume-Uni alors supplantait l'aristocratie terrienne. À ceci fait écho une opinion apparemment contraire, celle de John Maynard Keynes, l'économiste le plus célèbre du XXe siècle, qui a écrit dans une page très connue, je cite, « Les idées des économistes et des philosophes politiques, qu'elles soient justes ou fausses, sont plus puissantes qu'on ne le croit généralement. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose d'autre qui gouverne le monde. » Qui a raison? La thèse de Stigler serait sans doute illustrée de façon plus convaincante par l'épisode d'histoire économique auquel j'ai choisi de faire référence. Les fortes réactions politiques à l'extension du libre-échange au XIXe siècle reflètent des perceptions sociales qui doivent sans doute peu aux économistes et beaucoup aux modifications de la distribution des revenus, qui sont devenues particulièrement douloureuses dans la période de récession du milieu des années 70. Il est particulièrement intrigant que les effets du commerce international sur la distribution du revenu, par exemple entre travail et terre, par exemple, dont Williamson et O'Rourke soulignent la prégnance et la permanence, semblent partiellement absents, voire presque absents, de l'agenda des économistes du XIXe siècle, qui, comme on le sait, était pourtant friand de polémique, et le sujet s'y prêtait. L'autonomie de la pensée spontanée sur la société, telle que la suggère Stigler, peut aussi être plaidée d'autres points de vue. Par exemple, les convictions que l'on a reposent souvent sur des sentiments subjectifs, liés à des informations localisées qui l'emportent sur l'information générale. Le sentiment sur l'égalité des chances, ou sur la récompense de l'effort dans une société donnée, est sûrement beaucoup plus déterminé par une expérience familiale, heureuse ou malheureuse, une expérience de voisinage, que par les statistiques objectives sur la promotion sociale. Pour prendre un exemple encore plus frappant, on imagine mal le prolétaire du XIXe siècle, soumis à des conditions de travail extrêmes et au risque de chômage, être sensible à l'argumentaire d'Adam Smith sur la main invisible. Pourtant, la thèse de Keynes retrouve ici de la pertinence. La pensée savante, en l'occurrence celle de Marx, faisait écho à la pensée spontanée du prolétaire et lui donnait une résonance toute particulière. Le cas le plus favorable à la thèse de Stigler me semble cependant celui d'expérience, où les singularités l'emportent sur les régularités historiques, de telle sorte que l'accumulation de la connaissance systématique est insuffisante pour bâtir un savoir solide. Plus les expériences historiques sont ou sont perçues comme singulières, plus elles s'éloignent des conditions d'une quasi-expérience, plus les enseignements de la pensée savante s'affaiblissent.
L'exemple des expériences de planification de type soviétique est à cet égard éclairant. Faute de précédent, le pronostic des économistes qui s'y sont initialement risqués devait s'appuyer sur l'extrapolation de la compréhension de mécanismes économiques anciens par rapport à la situation considérée. Avec ce bagage, ce qu'ont dit les économistes qui se sont risqués ex ante à un pronostic n'est pas déshonorant ex post. Par ailleurs, le retard à percevoir les ratés du système économique planifié dans les années 1960 s'explique en partie par la mauvaise qualité des informations disponibles. Malgré tout, la profession, du moins la part qui n'était pas guidée par des soucis apologétiques ou militants, n'a pas fait preuve d'une lucidité impressionnante. Elle n'a ni prévu les succès dans la phase de décollage, ni les difficultés à reconvertir une industrie lourde vers une industrie des biens de consommation, ni l'incapacité chronique de l'économie planifiée, incapacité a priori étonnante, à diffuser efficacement les innovations techniques dans les secteurs stratégiques, hors des secteurs stratégiques. Dans les expériences singulières, dans le temps long ou semi-long de l'histoire, l'effort de mise à jour des représentations est mu non par la seule vigueur de la pensée, de l'élaboration savante, de l'observation sophistiquée, mais aussi par la force de faits saillants ou traumatiques, dont à tort ou à raison le message s'impose universellement et fait basculer l'opinion générale. L'effondrement du système soviétique, mais aussi la Grande Dépression des années 30 sont à cet égard les deux faits les plus saillants du XXe siècle. Alors que le second imposait l'idée de l'impuissance des régulations spontanées du marché et la nécessité d'interventions étatiques, l'échec du système de planification centralisé a rivalisé pour la production de richesses avec le système des économies de marché du capitalisme occidental développé, dont j'ai déjà dit qu'il avait été lentement perçu par les spécialistes, a été accrédité auprès du grand public par la chute politique du régime soviétique. Le discrédit des solutions d'organisation centralisée qui en a résulté s'est parfois étendu, à tort ou à raison, à l'action gouvernementale en général. Voilà donc quelques arguments en faveur de Stigler. Et malgré toutes ces réserves, Keynes a souvent raison. Revenons à l'abrogation des Corn Laws. Stigler oublie un peu vite qu'aussi évident soit-il, les mérites du libre-échange avaient été auparavant décortiqués et défendus par David Ricardo, mais aussi par l'école de Manchester, et que l'évidence de l'intérêt qu'il croit constater doit peut-être beaucoup plus qu'il ne le suppose à l'analyse savante qui en avait été préalablement faite. La pensée savante exerce aussi une influence sur la représentation des acteurs sociaux par d'autres canaux. Par exemple, celui du parti de l'observation, comme en physique, en économie, et sans doute en sciences sociales en général, ce sont les théories qui nous informent sur les faits à observer. Et les observatoires mis en place, qu'on pense aux comptabilités nationales développées dans tous les pays du monde après la Seconde Guerre mondiale, contraignent l'appréhension du monde social et influencent tant la pensée spontanée que la pensée savante. Il y a d'autres canaux plus directs. Les hommes politiques sont souvent, disait Keynes, je cite, prisonniers d'un économiste défunt. Sans doute était-ce vrai autrefois, mais aujourd'hui, il faut sans doute remplacer économiste défunt par économiste vivant. La médiation des grandes administrations économiques nationales et internationales accélère la diffusion de la pensée savante dans la sphère politique, en même temps que symétriquement, elle peut infléchir le travail universitaire dans le sens des préoccupations du politique. Il vaudrait la peine à cet égard de faire une histoire détaillée des interactions entre les évolutions de la théorie monétaire et de la politique monétaire dans les années 50 à 70 aux États-Unis. Enfin, last but not least, l'éducation, et ceci me rapproche de ma conclusion puisque je vais évoquer vos études. L'éducation constitue un apprentissage qui fournit une sélection de faits et de schémas intellectuels pour les appréhender. Elle utilise, au moins dans les bonnes institutions comme la vôtre, les acquis de la pensée savante. Cet apprentissage, quelles que soient les remises en question et les contestations qu'il suscite, a un effet décisif sur l'appréhension future du monde
et donc à la fois sur la dynamique de nos représentations et de nos actions. Que vous vous retrouviez plus tard dans le monde des affaires, ce sera le cas de la majorité d'entre vous, dans celui de la recherche, ce sera le cas d'une petite minorité sans doute, vous contribuerez, avec tous les autres de votre génération, à écrire une histoire inédite qui remettra en cause les représentations savantes. Mais vous développerez votre propre vision du monde, mais tant vos actions que votre représentation devront beaucoup au logiciel qu'aura mis en place votre éducation. Il n'y a pas à conclure, puisque mon objectif était seulement de livrer ces réflexions, parfois un peu arides à votre méditation. Voilà donc terminé cette introduction. Une introduction que j'espère utile à vos années d'études dans cette grande institution. Des études aussi que j'espère illuminées par la jubilation âpre du travail intellectuel. Please visit us at www.agc.edu.